Merci Gérard. Alors, moi j'essaie de, à travers ton exposé, de noter un certain nombre de points qui sont sur un plan macro-agricole, c'est l'idée d'avoir une production alimentaire qui va augmenter d'ici normalement un facteur 3 à l'échelle mondiale, d'ici 4 décennies. Il y a l'idée d'une production qui prend en compte les habitudes alimentaires et qui souligne peut-être qu'on a des mauvaises habitudes alimentaires par une alimentation carnée je rappelle que pour une calorie de bœuf, il faut une calorie de production végétale. Donc ça pose des problèmes. Il y a également ce qui a été souligné, ces formes d'agriculture inventive qui ont été déclinées par Jean Lepuil, qu'on appelle l'agroécologie notamment, et qui est souvent appliquée dans les pays les plus pauvres, et qui malgré tout apparaissent comme des mesures intéressantes, même dans les pays où on a assisté à une modernisation agricole avec les dégâts que ça peut concerner. Moi, ce qui m'a interpellé un petit peu dans l'exposé qui nous a été fait, c'est, comment dire, les stratégies individuelles qui ont été développées à travers les multiples exemples que tu nous as donnés depuis le Nord-Pas-de-Calais jusque dans le département du Gers. Et je dirais, moi, la faiblesse qui est aussi dans ta conclusion sur la timidité des partis politiques sur la question agricole, et qui pose la question des orientations des politiques agricoles. Et on peut se poser par rapport aux stratégies de politique intensive, quel est le rôle que peut avoir l'INRA, notamment en termes de recherche en matière d'agriculture, et qui est parfaitement au courant des limites de l'agriculture intensive, et qui est parfaitement également au courant d'autres formes de politique agricole qui sont portées par des gens comme effectivement Michel Griffon ou Marc Dufunier, qui a un nom déjà félicité pour en parler des questions agricoles. Il y a la question de l'éducation que tu as évoquée sur les lycées agricoles, et donc des politiques publiques à travers la future loi d'orientation agricole qui est envisagée en 2014. L'idée, c'est produire mieux, etc. Et ça ne peut pas non plus être fait simplement à travers des stratégies individuelles. Ça doit être aussi calé par rapport à des politiques publiques. Et là-dessus, je pense qu'il y a une attente qui est forte par rapport aux enjeux agricoles que tu avais soulevés au départ. Donc voilà un petit peu moi, la réflexion que j'aurais à cette écoute. Alors bon, maintenant, on lance le débat. Ce sont deux contributions, je vais essayer de très bref. En ce qui concerne l'urbanisation des terres agricoles, je prends un exemple, le mien, ma ville, j'habite Béziers. Béziers, entre 1930 et aujourd'hui, sa population n'a pas augmenté. Mais dans le même temps, donc en moins d'un siècle, l'emprise au sol de la ville est passée de 110 hectares à 2000. Une emprise au sol est donc une urbanisation qui est passée de presque 1 à 20 pour une population identique. Voilà. Le gaspillage. Alors, le résultat, c'est que bien sûr, Béziers, en s'étendant ici, en s'étalant, a détruit, a urbanisé, goudronné, bétonné de vastes terres agricoles. La ceinture maraîchère qui autrefois entourait la ville et nourrissait la ville, comme presque toutes les villes, a disparu sous le béton et le goudron, ainsi que le jardin ouvrier. Et aujourd'hui, on doit importer de loin ce qu'avant on produisait sur place. Donc, moi, je milite contre l'étalement urbain. Je suis férocement hostile à l'étalement urbain qui est général en France partout, ville les villages. Et on ne voit pas les conséquences négatives. Alors, les conséquences négatives, j'en souligne seulement une. C'est que lorsque la population, sans grandir, s'étale ainsi, ça veut dire que pour chaque habitant, il y a beaucoup plus de rues d'entretenir, beaucoup plus de réseaux d'eau potable à entretenir, beaucoup plus de réseaux d'égouts à entretenir.
Et donc les collectivités s'endettent pour entretenir tout ça. C'est ruineux. Merci. Je m'en tiens là. Seconde observation. Je peux? Une minute. Une minute. Je suis végétarien. Et donc j'applaudis lorsque j'entends Gérard Leclerc dire qu'il faut moins manger moins de viande. Pourquoi? Au moins 3 raisons. Une raison de santé. On se porte mieux en ne consommant pas de viande. J'en suis l'exemple vivant. J'ai 70 ans, je me porte comme un jeune homme. Deuxièmement, des raisons éthiques. Je déteste l'idée de devoir tuer pour vivre. Je préfère devoir ma nourriture à une alimentation sans cruauté et sans meurtre. Troisièmement, des raisons écologiques. Quand un cochon, par exemple, ou un bovin, mange 1 kg de maïs, 1 kg de céréales, une petite partie seulement devient des protéines animales, devient de la chair, de la viande. Le reste est consommé comme carburant musculaire et pour maintenir la température des mammifères à la température que vous connaissez. Voilà. Tandis que ce même hectare, ce même kilo de céréales mangé directement par l'homme, eh bien c'est ça l'option du gaspillage. En se nourrissant de manière végétarienne, on consomme beaucoup moins de gaz à effet de serre. Je confirme ce que vous disiez, Gérard, sur l'enseignement des lycées agricoles. J'ai été élève du premier lycée agricole en France, qui s'appelle le Gros-Billard à Saint-Pierre-sur-Ville. Et l'enseignement technique que j'ai reçu est basé sur l'utilisation intensive des engrais, des pesticides et des fongicides. Lorsque j'entends des dirigeants de la FNSEA défendre leur mode d'agriculture intensive, extensive, ils disent comme argument souvent oui, la planète va devenir gigantesque, il va falloir bien devenir ces gens-là. Or, moi, il me semble que les produits, qu'ils soient agricoles ou autres, ne vont pas là où il y a des besoins, ils vont là où il y a de l'argent pour les payer. C'est une chose qui est différente. Donc j'aimerais bien savoir le rôle néfaste que produit les extensions énormes que subissent, par exemple, les pays en Afrique qui détruisent l'agriculture paysanne locale. Donc je pense qu'il n'y a pas de programme politique qui puisse tenir la route sans aborder sérieusement et faire des propositions sérieuses en matière de politique alimentaire. C'est fondamental. S'il n'y a pas ça, le peuple passera à côté de l'attaque. Donc ce débat-là et différents autres ateliers, c'est pour moi essentiel. Enjeu de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, de santé publique, de diversité alimentaire, écologique, avec l'environnement, enjeu de développement de l'enfant. Et j'aimerais bien savoir, par exemple, je t'entends dire qu'il y a des projections, par exemple, de développement de modèles qui appelleraient au développement de centaines de milliers d'emplois agricoles. J'aimerais bien avoir quelques repères là-dessus. Vous avez évoqué une agriculture de projet. Dès que j'entends projet, je suis méfiant. Je suis méfiant. C'est la technologie de destruction des services publics, le projet. Et donc je suis méfiant. Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai compris qu'il y avait l'idée de polyculture qui était le principe qui était un élément d'un modèle à projet. Mais encore, derrière le projet, qu'y a-t-il? S'agit-il d'ancrer le développement de l'agriculture en réponse à des besoins locaux? Et si oui, quelle modalité de délibération publique et collective pour faire l'état des besoins et engager les processus de production en réponse aux besoins locaux? Et moins locaux d'ailleurs, c'est pas sans faire l'économie locale. Vous avez parlé d'un MAP. Je suis moi-même un mapien et j'y trouve un grand plaisir à bien manger. Néanmoins, je ne suis pas dupe des limites de ce modèle-là, enfin en tout cas de l'interrogation qui s'impose, puisque un des éléments clés en fait de la remise en cause de la difficulté du monde agricole à vivre dignement est lié à sa domination par les réseaux de distribution. Et donc je me dis, il fait effectivement repenser les réseaux de distribution. La MAP est un moyen, mais en même temps, dans la MAP, je vois bien comment on fonctionne. Il y a en fait une prise en charge de la distribution par des coordonnateurs qui sont des membres associés de l'association et qui sont donc de fait en position de produire de l'activité de travail. Souvent ce sont des retraités, donc c'est la cotisation sociale qui paye
rémunère le travail, mais ce travail n'est pas valorisé. Et donc, ça m'interroge. Voilà, je dis que c'est intéressant, mais ça m'interroge. Et donc, par-delà toutes ces questions-là, je pense qu'il y a un enjeu pour nous à pouvoir proposer un modèle type. Un modèle type qui ne veut pas dire exclusif, qui soit lisible en termes de politique publique à promouvoir dans le cadre d'un service public d'alimentation. Je reviens sur ce que je disais. Je pense qu'on est sur une question d'intérêt général. On ne peut pas ne pas manger. Et donc ça veut dire qu'il faut l'aborder comme dans une approche de service public. Et donc de ce point de vue-là, quel est le modèle de production, quel est le modèle type qui permettrait de répondre à tous ces enjeux et de répondre à l'exigence de développement des conditions de travail des paysans et de rémunération sans subvention qui va permettre de vivre dignement. J'ai lu très récemment un bouquin qui s'appelle La Terre de Sol de Claude et Lydia Bourguignon. Donc je sais que les Bourguignons ne sont pas trop d'accord avec ce qu'ils disent, mais ce livre m'a énormément interpellé. Et il dit entre autres que les exploitants agricoles sont plutôt des exploités agricoles par le système d'agrochimie et que la majorité des agriculteurs ignorent la composition de leur sol en termes de faune, de flore, etc. Et donc ils ont quitté l'INRA dans les années 80 pour créer leur propre laboratoire d'études de microbiologie des sols et leur expérience me paraît très intéressante et je voulais avoir votre avis. Voilà, alors on est au MPEP et donc moi j'essaie de remettre un petit peu tout ce qui se dit, ce qu'on sait. Enfin, Gérard, je l'ai dit hier, Gérard qui m'avait rien appris, mais que j'avais trouvé cette intervention super bien. Qui m'avait rien appris, ça m'a fait vexer, mais. Alors essayons de mettre un peu les choses en perspective. MPEP. On essaye de recouvrer la souveraineté nationale. Alors, je fais tout de suite un parallèle avec effectivement la souveraineté alimentaire. Est-ce que tu as je mets quoi sur ce que tu as vraiment très bien, la souveraineté alimentaire, tout le monde a compris, on est en parler un peu. Mais je mets le poids aussi sur ce que tu as très bien montré, c'est que le paysan retrouve son autonomie. Je regarde la fiche, là, s'engager, se politiser, s'émanciper. Ben voilà, ça marche aussi pour le paysan. C'est-à-dire que l'agriculteur, je fais une différence évidemment entre le paysan et l'agriculteur. L'agriculteur actuel qui est dans les mains du technicien agricole qui regarde le fax, beaucoup de fax encore, je pense, agriculteurs, pour savoir quel traitement il doit faire à quelle date, à quel jour, etc. Voilà, il n'est pas autonome. Donc l'autonomie du paysan en général, ça me paraît aller dans le même sens que tout ce qu'on fait. Ici, on a, pour que reviennent les jours heureux. Eh bien, figurez-vous que les paysans bio heureux, et bien plus heureux que les conventionnels, j'en connais un sacré paquet, même si certains en battent beaucoup. Les paysans bio pourraient être sûrement bien plus heureux aussi si on les aidait un peu quand même, parce qu'ils galèrent quand même un peu la plupart du temps. Mais franchement, il y en a, ils sont plus heureux, malgré la difficulté de leur métier. Il faut voir un film, il faut essayer de voir un film, souvent on doit le trouver sur internet, qui s'appelle Herbe. Tu connais? C'est sûr. Eh bien écoutez, ce film, c'est sur l'élevage métier, mais peu importe, on voit des gens, on voit des paysans justement qui ont changé leur conduite d'exploitation, etc., et qui sont heureux et qui le disent, et qui l'expriment. Je vous assure que ça fait du bien de voir ça. Les céréaliers bio, par exemple. Savoir que les céréaliers bio, avec moins de surface, moins de travail, moins de tracteurs énormes et tout, ont, et ça c'est les centres de gestion qui le disent, ont un revenu meilleur. Hein? Donc, ça vaut quand même le coup d'y réfléchir. Ensuite, on a parlé, Gilles, enfin, on a les piliers, la financiarisation de l'économie. Et bien, si on peut virer les endettements, c'est-à-dire les agriculteurs dans les mains du Crédit Agricole et en plus, le Crédit Agricole et le reste,
endettés systématiquement. C'est même des gens qui achètent, à qui on fait acheter des tracteurs, c'est les gens toujours, c'est ces tracteurs dont les roues, même debout comme ça en tirant le bras, n'arrivent même pas à toucher le dessus. Hein, de plus en plus costauds, de plus en plus puissants. Donc quand Gérard il parle de la culture sans labour, ben voilà, on n'a pas besoin forcément de ces grosses bêtes. Tout ça c'est pareil, hein, chez les bio, ils ont moins de surface, ils travaillent autrement, et ils n'ont quand même pas besoin de s'endetter de la même façon. Et puis par exemple Monsanto, quoi, je veux dire, si on peut virer Monsanto, si un jour on pouvait faire une croix sur Monsanto, imaginez comme ça ferait plaisir, non? Si ça c'est pas politique quoi, de jeter tout ça. Comment? Et puis la création d'emplois. Je ne sais pas, peut-être des chiffres là-dessus, mais ça rend bien une agriculture paysanne. Alors pour moi c'est bio, hein. Bio et paysanne, c'est toujours c'est pas mais quelquefois modifié quelques mais avec une agriculture paysanne, on crée de l'emploi, tu l'as dit sur un des exemples. Puis alors un truc auquel il faut qu'on songe aussi, hein, parce que c'est bien beau de prévoir la protection sociale, enfin si on peut éviter d'être malade, vous savez quand même que les études sont terribles sur la santé, sur la santé des agriculteurs, qui sont quand même les premiers touchés. Alors les agriculteurs, ce n'est pas que les patrons qui se prennent pour des chefs d'entreprise, c'est tous les ouvriers agricoles qui manipulent les cochonneries et qui se payent des cancers du cerveau, qui se payent des cancers d'homicide, tout ça, et qui ont des problèmes de fertilité. J'ai un exemple, tiens, je vais en donner un quand même aussi. Moi je suis bourguignonne, côte-chalonnaise, à Ruilly, qui est un très bon vin, blanc et rouge, très bon Ruilly, blanc et rouge. Un garçon qui n'a pas du même milieu que moi parce qu'il a commencé à exploiter les jeunes, il est assez jeune, il a commencé avec 17 hectares, chez nous 17 hectares en côte-chalonnaise, mon frère, il n'a toujours que 5 en ayant réuni 3 exploitations, donc vous voyez un peu. Oui, tant pis, c'est la première fois il a été en fait non, je suis à la fin. Et bien, ce garçon, on lui a demandé pourquoi il était passé en bio. Il a dit, bah voilà, j'ai un copain qui est mort d'un cancer, je ne sais plus lequel, ça, dans la vie, parce que savoir que la vie, c'est plus terrible, hein, en quantité de pesticides. Et puis un autre copain de mon âge qui ne peut pas avoir d'enfant. Voilà. Donc il est passé en bio et il fait très peu d'années, c'est 17 hectares. Voilà, alors tout ça, je pense qu'on peut le replacer quand même dans nos réflexions. Et je suis contente qu'on évolue beaucoup au MPR, ça n'a pas été le cas. Et merci Michel qui n'est pas pour rien. Et donc voilà, si on arrive à avoir ce genre